Give Me 5, le podcast qui suit les aventures en Europe de 5 amis ingénieurs engagés, entre anecdotes, témoignages et instants de vie. Ici, on parle environnement, voyage en groupe et engagement personnel et professionnel. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Give Me 5 et aujourd'hui on est avec Samuel au lycée français de Budapest. Donc bonjour Samuel, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bonjour, tout d'abord merci de m'interviewer, c'est un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, je m'appelle Samuel Tricot, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants et je vis en Hongrie depuis seulement 1 an et demi. J'ai décidé d'habiter dans une petite maison avec un jardin, pas très loin du lycée, et je me sens très bien dans ce pays, assez vert. L'établissement est situé dans un environnement plutôt agréable, comme vous avez pu le voir, et voilà. J'ai un parcours assez classique avec une filière scientifique, ensuite des études dans l'université de Nantes, en filière ce qu'on appelait SVTE, c'est-à-dire sciences de la vie, de la terre, de l'univers et de l'environnement. J'ai fait donc ma licence là-bas, et puis mon master jusqu'à passer le concours du CAPES pour être enseignant dans le système français. Ok, trop cool. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir professeur et pourquoi spécifiquement professeur de SVT ? C'est une bonne question. Alors, professeur, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver aujourd'hui grand monde. À mon époque, ça faisait pas non plus rêver grand monde. Je me souviens pas, en tout cas, dans mes camarades de lycée, beaucoup de personnes voulaient choisir professeur. C'était pas du tout une vocation pour les jeunes. Ensuite, pour moi, c'est un peu pareil. J'ai pas voulu être prof très tôt. Je me souviens que quand j'étais au lycée, j'étais surtout très intéressé par les sciences, bien évidemment, la nature, mais j'avais pas d'idée très claire de métier. Et je me destinais plutôt d'ailleurs à peut-être choisir un métier en lien avec l'environnement, comme à l'époque, il y avait un métier qui m'intéressait beaucoup, c'était ingénieur des eaux et forêts. J'aimais bien aussi l'archéologie, pourquoi pas devenir biologiste aussi. Voilà, c'était des métiers qui me plaisaient, et puis professeur, ça vient plus tard. Ça vient quand j'arrive à l'université, surtout en licence 3, en master, où là j'ai eu affaire à une réforme. J'ai eu le droit de faire un stage en fait, où je prenais en charge une classe pendant une semaine, et ça je l'ai fait, ça m'a plu, et là je me suis dit ok, donc c'est peut-être une des possibilités, mais j'étais pas encore fixé. D'accord. Même en master 1. Ok. Et du coup, après, qu'est-ce qui t'a vraiment décidé à partir dans cette voie ? Ce qui m'a vraiment décidé, j'en sais rien en fait, vraiment, parce que j'ai vraiment hésité même jusqu'au master 2. Alors, je suis arrivé à un moment où il y a eu une réforme, c'est-à-dire que le concours du CAPES, on a dû, pour le passer, avoir un master 2. Donc un bac plus 5. Avant, c'était une licence 3. Okay. Donc moi, j'ai départi sur ce master, qui était toujours SVT, on va dire assez classique, avec de grands champs d'ouverture sur plein de métiers du coup. Et en master 2, j'ai hésité en me disant peut-être que je pourrais également faire un master un peu plus spécialisé. Mais non, j'ai continué dans cette voie SVT, donc ça m'a mis dans pas une impasse, mais un choix plus restreint, et du coup j'ai vu qu'il y avait dans l'enseignement quand même des choses intéressantes à faire. J'aime bien aussi expliquer des choses, donc je pense que j'avais aussi quelques qualités orales, et je me suis dit allez, on y va, on se lance, on tente le concours, et puis si on l'a, et ça me fera une expérience en tout cas, et puis bon, maintenant je m'y plais, donc on continue. Bon, tant mieux du coup. Et tu nous avais dit plutôt que tu as enseigné aussi à Singapour. Pourquoi ce choix d'enseigner à l'étranger et pas forcément dans un lycée français, en France du coup ? Oui, j'ai enseigné à Singapour, un petit peu au Cambodge aussi, 1 an juste avant. C'est vraiment un ensemble de facteurs qui ont décidé ça. C'est vrai qu'on dit que le métier de professeur n'est pas une vocation, et en plus de ça, c'est-à-dire que quand on arrive dans le métier, on se rend compte de plein de choses dont je n'avais pas forcément conscience. D'accord. Donc moi, j'ai voulu intégrer la fonction publique, parce qu'on peut être professeur dans le privé, hein. Et dans la fonction publique, il y a un système de mutation par points, et tout ça, j'ai un petit peu découvert finalement tardivement, juste après avoir le concours et la première année surtout. Donc on m'a envoyé en banlieue parisienne, où les conditions de travail n'étaient pas ce que j'imaginais, on va dire, assez difficiles. Je m'épanouissais pas vraiment. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, notamment que, par exemple, notre administration nous gérait un peu de façon aléatoire. C'est-à-dire que, par exemple, pour te donner un cas concret, quand j'ai démarré en région parisienne, j'étais pas sur un seul établissement. J'étais affecté sur plusieurs établissements. Ah oui, d'accord.
Donc pas facile à gérer au niveau des déplacements. Voilà, au niveau des déplacements, au niveau aussi de l'emploi du temps, puisque du Mhm. coup on te fait un emploi du temps sur plusieurs établissements. Et voilà, et ça a duré 3 ans. Et la 3e année, j'ai eu un événement bon assez injuste, je trouve, par rapport aussi à cette question d'affectation, mais je vais pas rentrer dans le détail. Et là, je me suis un peu renseigné et j'ai vu qu'il y avait possibilité de partir et qu'il y avait plein de lycées en fait français à l'étranger dans le système qui est géré par ce qu'on appelle l'AEFE. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a tout de suite inspiré. Je me suis dit tiens, ça a l'air génial. En plus, personnellement, c'était le bon moment. Bon, j'avais pas d'enfant, ma femme a une situation professionnelle, c'était le moment de partir. Et donc voilà, on s'est dit allez, banco, on envoie des candidatures et puis ça a marché. J'ai été embauché du coup au Cambodge dans le lycée français de Phnom Penh. D'accord, et du coup, c'était vraiment un choix de partir en Asie ou c'était juste... il y avait plusieurs postes qui étaient à pourvoir et dont ceux au Cambodge? Oui, tous les ans, il y a une liste de postes qui est publiée. Cette liste, tout le monde peut la consulter. Et donc après, on envoie des dossiers. C'est un petit peu comme finalement là, comme le monde professionnel, on envoie son dossier, son CV, sa lettre de motivation, et on a des entretiens. Et puis voilà, on voit si on plaît, on est embauché. Et j'avais sélectionné quelques pays. C'est vrai que j'ai pas trop visé, par exemple, l'Afrique. Ok. Ou des régions comme les États-Unis. L'Asie me plaisait bien. Franchement, je sais pas trop pourquoi. Ouais, ok. Mais les récifs coralliens, Mhm. même la Chine m'attirait. C'est un pays qui me paraissait assez mystérieux, le Japon. Donc tout ça. Et voilà. Et puis la chance, ça a été que j'arrive au Cambodge. Et tu nous as dit que tu étais responsable développement durable au sein du lycée français de Budapest. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste et quels sont tes rôles? Oui, alors je suis référent développement durable. C'est vraiment quelque chose qui est apparu très récemment dans l'éducation nationale. Euh, L'éducation nationale veut maintenant promouvoir quand même cette démarche de développement durable. Donc il y a notamment dans les programmes scolaires maintenant depuis 2019 des circulaires qui indiquent que dans toutes les matières on doit inclure du développement durable, par exemple. Mm. Et pas que en SVT ou pas que en histoire-géographie. Et donc ils ont décidé également d'inclure les élèves dans cette démarche. Donc il y a des éco-délégués qui doivent être élus dans chaque classe de la 6e à la terminale. Et le référent, il sert à quoi? Le référent, il sert à un petit peu, on va dire, coordonner tout ça, accompagner les projets, s'il y a des enseignants qui veulent faire des projets, les faciliter, organiser par exemple des événements comme des conférences, des journées de la Terre ou des choses comme ça. On peut aussi être amené à former des élèves. Alors les éco-délégués par exemple reçoivent une formation. On peut être amené même à former des enseignants ou des personnels administratifs. C'est un petit peu ça, et c'est aussi essayer de s'ouvrir là notamment à l'étranger, sur le pays dans lequel on est. Donc c'est mon rôle. D'accord. Et est-ce que tu aurais des exemples de projets que tu as pu développer ici au lycée? Alors, dans l'établissement dans lequel je suis arrivé depuis 1 an et demi, quelques projets effectivement se sont montés. Donc j'ai commencé cette année avec les élèves, un petit groupe d'élèves de 15 élèves de tout niveau, à créer un jardin. Donc on a commencé à installer ça il y a quelques semaines seulement, avec des premières plantations qui ont été mises au mois de mars. On a travaillé là également sur les poubelles, les déchets. On a fait un sondage auprès de toute la communauté éducative pour se rendre compte un petit peu de ce que les gens pensent et cibler un peu plus les problématiques. Voilà, donc il y a une démarche qui est lancée pour l'instant dans cet établissement. Et mais j'en ai fait d'autres avant. J'ai fait quelques projets. J'étais également référent à Singapour, Ouais. développement durable. Euh, le Covid a bloqué pas mal de choses, mais on avait mis en place également un atelier le soir avec les élèves où on travaillait pendant 2 heures toutes les semaines sur plein de sujets. On a également mis des partenariats entre des associations, l'établissement, même entre d'autres établissements internationaux, avec le lycée français de Singapour du coup. Et tout ça était vraiment, on va dire, en augmentation. Le Covid a un Mhm. petit peu freiné, mais là, je suis parti et je sais que ça perdure bien évidemment là où je suis passé. Et en banlieue parisienne, j'avais également œuvré à essayer de sensibiliser les collégiens, c'était dans un collège, à la biodiversité, à la pratique culturelle aussi. Toujours en essayant de mettre du jardin dans les établissements scolaires, parce que c'est vraiment très important. Les jeunes actuellement sont plus trop sensibilisés Mm. à la culture, à l'agriculture, et donc voilà, c'est un peu tout ça que j'ai essayé de faire. Et du coup, est-ce que tu vois une différence entre les lycées dans lesquels tu as travaillé au niveau de la conscience écologique? Euh,
C'est difficile à dire. Tu veux parler des élèves? Ouais, des élèves ou même au niveau du fonctionnement du lycée. Est-ce qu'il y a un lycée où c'est un peu plus développé, un autre un peu moins? Il y a effectivement des établissements dans lesquels ça peut être un petit peu plus développé, puisque le passé peut faire qu'il y a eu un engagement plus tôt et donc des projets qui sont peut-être plus aboutis. Ouais. Mais globalement, tout dépend de plusieurs facteurs. Hein. Tout dépend déjà de la politique d'un établissement. Dans un établissement, il y a ce qu'on appelle un projet d'établissement, et donc dans ce projet, on peut cibler des axes prioritaires. Donc si le développement durable fait partie d'un axe prioritaire, forcément, il y a une démarche et une dynamique qui est plus importante. Et ça dépend également aussi des enseignants. Ouais. Les enseignants, est-ce qu'ils sont sensibilisés, est-ce qu'ils ont envie de s'investir? Les élèves également. Mais les élèves, c'est les plus faciles, parce qu'ils ont toujours une motivation qui est très forte, notamment les plus jeunes, les petits, c'est très facile de les motiver. Donc, je peux pas dire que j'ai remarqué de grandes différences. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses à faire un peu partout. Ok. Et justement, à propos des élèves, est-ce que tu trouves qu'il y a une prise de conscience qui commence à se développer par rapport à la situation écologique, ou est-ce qu'il y a du retard de l'avance? Clairement, il y a une conscience qui se met en place, une conscience qui est de plus en plus forte. Notre système éducatif français y est pour beaucoup, hein, parce que comme je l'ai dit, il y a dans les programmes maintenant du développement durable, les médias, les réseaux sociaux également, et on peut dire que à ce niveau-là, la conscience est importante. Même dans les pays comme le Cambodge, où finalement les élèves que j'avais en classe sont pas forcément français, donc n'ont pas la culture française, n'ont pas aussi peut-être le même accès aux médias et tout ce qu'on peut avoir en France. Ils sont très conscients de leur environnement, puisque si on regarde autour de nous, finalement, sans avoir vécu pendant 80 ans sur la planète, on se rend compte qu'il y a très rapidement des dégradations assez visibles. Donc c'est positif. Ensuite, attention, parce que je me rends compte quand même que, et j'en reparlais ce matin avec mes terminales, qu'il y a parfois une saturation de l'information. C'est-à-dire qu'ils sont tellement noyés dans ce flot en fait de nouvelles, de mauvaises nouvelles notamment, que le point de bascule n'est pas loin entre bon, certes il y a ce problème, j'ai envie d'agir, je sais plus ou moins comment le faire, mais où il y a aussi des élèves qui basculent dans le bon, ça va mal, c'est sûr, mais puisque ça va mal et puisque je vais pas réussir à affronter le truc moi-même, et ben finalement je vais en profiter, ça sert à rien, donc je vais pas tout à fait répondre aux exigences qui devraient être les miennes, quoi, parce que j'ai envie d'en profiter, de me faire plaisir. Ouais, donc finalement, il faudrait trouver une manière de leur expliquer la situation sans dramatiser, pour que eux puissent se dire ah bah à mon échelle, moi aussi je peux agir, et moi aussi je peux entamer une démarche. Tout à fait. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut l'amener de manière douce, sans trop de stress. Mais c'est pas évident, puisqu'on est dans l'urgence. Oui, c'est sûr. Et donc l'urgence fait que normalement le stress est important, et on doit agir vite. Voilà. Donc je crains, enfin en tout cas ce que j'espère, c'est qu'il y a une majorité de jeunes qui sont dans nos écoles et dans le monde entier ont conscience de ça, mais surtout une majorité applique les différentes modes de vie, les différents changements qui vont devoir s'opérer dans les dizaines d'années à venir, voire dans les années à venir. Ouais, donc finalement, il faut quand même rester positif et se dire que même si cette prise de conscience est difficile pour eux, au fil des années, ça va mûrir et ils se rendront compte que finalement, ils ont un impact, quoi. Tout à fait. Et très franchement, pour être honnête, moi, par exemple, quand j'étais à l'école, dans les programmes scolaires, il y avait pas beaucoup de développement durable. J'ai pas souvenir, en tout cas, j'ai pas un gros souvenir d'avoir entendu ce mot, d'avoir beaucoup travaillé là-dessus. Là, on peut dire que eux, ils ont beaucoup d'heures de travail sur ce thème-là. Du coup, ils en ont conscience beaucoup plus vite que ce que moi j'ai eu. Ouais. Et c'est positif. Ensuite, il y a toute la phase adolescence et jeune adulte où on a envie de profiter, de s'amuser. Et bon, c'est normal parce qu'on s'émancipe, on part de chez ses parents. Et il y a un moment donné où il y aura peut-être ce passage-là, mais je pense que quand on grandit ensuite, quand on a un travail, quand on commence à avoir des enfants, avec cette conscience qu'on a depuis tout petit, on est plus apte à prendre les bonnes décisions. Et du coup, de ton côté, à quel moment tu as pris conscience des enjeux environnementaux et climatiques? Et comment est-ce que tu le vis? Comment est-ce que tu le ressens?
J'en ai eu conscience, on va dire, assez tard. Pourquoi? Bah, je viens de l'expliquer, puisque dans les programmes, on ne l'a pas trop inculqué, cette notion. J'en ai eu conscience quand j'étais à l'université et qu'on commençait à parler de développement durable un petit peu dans les cours avec le schéma classique des 3 cercles, tout ça. Donc je me suis un peu intéressé. Et puis c'est vrai que moi, depuis tout petit, j'aime la nature, donc j'ai toujours été très proche de l'environnement. Mes parents m'ont aidé en ça. Et je me souviens par exemple quand j'étais tout petit, mes grands-parents étant agriculteurs, il y avait par exemple en Vendée un bocage vendéen, donc c'est-à-dire des parcelles de terrain limitées par des haies, donc des toutes petites parcelles. Et sur l'exploitation de mes grands-parents, il y avait environ 5 ou 6 petites mares, vraiment pas grandes, hein, mais qui servaient du coup à arroser facilement les champs à l'époque. Et il y a eu quand j'étais petit un changement de politique. Donc là, l'agriculture est devenue intensive de plus en plus sur tous les territoires français. Les haies ont été arrachées, les mares ont été bouchées. Et moi, petit comme ça m'a vachement choqué. Et je me suis pas tout de suite dit, parce que j'étais trop petit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc dramatique. Mais ça n'a rien à voir avec le changement climatique, mais ça participe à la chute de la biodiversité et à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc j'ai commencé petit déjà, peut-être à avoir cette conscience, je vais dire inconsciemment. Et puis après, en grandissant, et bah, c'est toujours la nature est toujours restée un truc très important pour moi. Donc, avec les petits voyages que j'ai pu faire ou autour de moi, quand j'ai vu l'urbanisation croissante, les terrains qui disparaissent sous les constructions, tout ça me choquait. Et voilà. Et puis après, bah, le métier que je fais aujourd'hui m'aide beaucoup aussi. Ouais, bien sûr. Puisque je suis en plein dedans, on peut dire, hein. Avec Sciences de la vie de la Terre, on parle que de la planète, on essaye, enfin, et de l'être humain bien sûr, mais on parle beaucoup de la planète, et du coup c'est un sujet qui est facile pour moi. Et tu nous avais aussi dit que tu étais animateur de la Fraise du climat. Oui, je suis animateur de la Fraise du climat. Alors c'est un outil qui est très intéressant. C'est ludique, ça permet aussi de lancer les discussions. Donc on est plusieurs autour d'une table et on essaie de comprendre un petit peu les enjeux et qu'est-ce qui se passe actuellement avec le climat, quels sont les paramètres. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on peut utiliser avec des élèves. Donc merci d'être venu pour le faire dans notre établissement. On peut parler aussi de la fresque de la biodiversité qui est très intéressante, qui sensibilise sur un sujet dont on parle un petit peu moins. Ouais. Beaucoup moins même. Ouais, beaucoup moins, ouais. Le climat, combien de fois moins? C'est 5 fois moins médiatisé que le climat. Ouais. Voilà. Alors que, bah, je suis désolé, mais c'est vrai que les êtres vivants, ça reste quand même sur la planète l'essentiel, on va dire. Le climat, diminue de cette biodiversité, mais c'est d'abord en se focalisant sur cette biodiversité qu'on fait prendre conscience aux gens aussi que le climat, c'est la destruction de la vie sur Terre, ou d'une grande partie, comme il y a déjà eu dans le passé. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas assez, et finalement, le changement climatique, c'est une toute petite partie de toute l'érosion de la biodiversité, et de voir les choses dans le global, ça permet de se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Tout à fait. Et finalement, quelles actions, toi, tu mets en place quotidiennement vis-à-vis de l'urgence environnementale? Alors, personnellement, tu veux dire? Ouais. Bah, si tu souhaites en parler. Oui, bien sûr. Alors, je suis pas irréprochable du tout. Et justement, c'est là qu'il faut bien poser les choses, j'ai envie de dire. Parce que en fait, actuellement, on est dans une stigmatisation de la population, et ce qui rend difficile de faire passer le message. Ouais. Puisqu'on fait peser un poids sur les gens en les culpabilisant par rapport, justement, aux mauvaises actions qu'ils ont dans leur quotidien. Ça, c'est pas bon du tout, et ça crée un clivage entre les personnes. Et même dans notre société très éduquée, on se rend compte qu'il y a des gens qui se sentent justement attaqués, on peut dire, par des discours culpabilisants. Alors moi, de mon côté, j'essaie de faire beaucoup d'efforts, parce que en plus de ça, j'ai un rôle quand même, on va dire, d'exemple vis-à-vis des élèves et de ce que je dis. Je peux donner quelques exemples. Oui, j'ai quand même, je suis pas végétarien, donc je suis pas encore au top. Mais j'ai beaucoup diminué ma consommation de viande. À la cantine, je mange quasiment tous les jours végétarien. Chez moi, je peux pas dire que je mange beaucoup de viande. Et comparé en tout cas à ce que j'ai dans ma tête quand j'étais petit, mes parents, ce qu'on mangeait comme viande, je peux dire que j'ai bien réduit ma consommation par 4 ou 5. J'essaie de faire un petit peu de potager. J'ai usé, abusé du transport aérien quand j'étais en Asie.
Donc j'ai une empreinte carbone désastreuse, vraiment. Donc ça fait mal à la conscience, par exemple. Mais voilà, depuis que je suis en Europe, et c'était un peu aussi pour ça qu'on s'est rapproché en Europe, pour éviter tous ces grands trajets qui étaient malheureusement inévitables. Eh bien, je peux dire que j'ai beaucoup diminué mes trajets. Je viens pas encore à l'école à vélo parce que j'habite assez loin, mais je vais m'y mettre. J'ai acheté un vélo, il faut juste que je me fasse les muscles pour monter les petites collines qu'il y a à côté. C'est sportif quand même. Mais voilà, c'est pas infaisable. Et puis, pour moi, le plus important, c'est maintenant que j'ai des enfants, ça va être de leur parler de tout ça, d'essayer de pas leur faire peur tout en les élevant dans une bonne dynamique, j'ai envie de dire. Oui, et puis après, ces actions individuelles, c'est progressif aussi. Faut l'adapter à son quotidien et à la manière dont nous on peut agir, parce que faut pas s'essouffler non plus dans ces actions-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous m'avez parlé d'un truc très intéressant que l'on peut faire en ligne. Ouais, donc c'est vrai qu'on t'a introduit du coup l'atelier d'automne, donc qui permet de une fois qu'on a calculé son bilan carbone, d'étudier comment le réduire et comment finalement pouvoir atteindre l'objectif des 2 tonnes conseillé par le GIEC. Du coup, tu t'es intéressé par cet atelier et... Je suis très intéressé. Je suis surtout vraiment intéressé par ce que vous m'aviez raconté, c'est-à-dire que l'on peut planifier dans le futur en fait son empreinte carbone et finalement voir un peu par rapport aux actions qui seront mises en place ou que l'on fait déjà. Est-ce que on arriverait à ces 2 tonnes? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. En gros, on a plusieurs cartes qu'on peut jouer qui vont nous permettre de savoir quelles actions qu'on mettra en place dans le futur, donc jusqu'à 2050 qui est la limite pour les 2 tonnes de carbone équivalent, et comment en mettant en place ces actions individuelles, notre empreinte carbone va diminuer. Et finalement, c'est vrai que c'est une bonne manière de pouvoir se projeter un petit peu et de se dire ok, finalement tout n'est pas perdu, j'ai encore beaucoup de marge de manœuvre et j'ai encore beaucoup de manières de finalement m'engager pour l'environnement, quoi. Ouais, c'est super. Je pense que c'est un outil qui devrait être vraiment diffusé, développé. Donc moi, je vais l'utiliser dès l'année prochaine, c'est sûr, avec mes élèves. Trop cool. Et dernière question, c'est quoi ton plus grand rêve en tant que prof? C'est quoi le projet le plus fou que tu aimerais mettre en place dans un lycée? Pas évident, hein. Ouais, non, c'est pas une question facile. Je l'ai dit en plus, c'est que le métier de prof, ça fait pas forcément rêver. Ouais. Alors moi, si, il y a des choses que j'aimerais, c'est que les sciences de la vie et de la Terre prennent plus de place dans notre système éducatif. C'est vrai qu'avec les réformes successives, on a perdu des heures d'enseignement en sciences de la vie et de la Terre, ce qui est très dommageable, je trouve, parce qu'on est quand même une matière scientifique, à vocation également un peu littéraire, qui mélange beaucoup de compétences, et un peu philosophique aussi. Donc, je trouve que c'est assez dommage d'avoir réduit la part des SVT. Ouais. Notre réforme, notamment du lycée, avec le choix des spécialités, a facilité ça, puisque les élèves maintenant choisissent SVT par conviction, on va dire, même s'il reste de l'enseignement scientifique avec un tronc commun. Je trouve ça assez dommage. Et c'est une manière assez riche d'enseigner les SVT. Donc c'est un peu ce que j'aimerais. Et puis un rêve, c'était quoi un rêve un peu fou? Je m'en souviens plus. Ouais, un projet que t'aimerais mettre en place dans le lycée. Dans le lycée, oui, je sais pas, franchement, c'est dur de se projeter dans le futur, mais ouais, bien sûr. Dans un lycée, pourquoi pas, ce serait d'avoir un lycée autonome, un lycée qui répond au maximum des critères, des objectifs de développement durable, par exemple, avec une gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets, tout ça qui fonctionne parfaitement. Et pourquoi pas que ce soit même un lycée référence à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale. Ce serait exceptionnel et incroyable. Mais pour ça, il faut des années. Ouais, il faut du travail, ouais, c'est sûr. Il faut du travail, du temps, il faut de la motivation, il faut beaucoup d'engagement de l'ensemble de la communauté. Donc c'est difficile à faire. Après, c'est bien d'avoir cet objectif en tête. Ça motive aussi de se dire, ça trouve qu'un jour je pourrais atteindre ce projet et finalement voir ça se développer devant mes yeux, quoi. C'est ça. Et donc moi j'ai aussi une question, ou peut-être même 2 questions à te poser. C'est pas de souci. Ça te dérange pas. Et qu'est-ce que toi tu ressens du coup après être intervenu maintenant pendant quelques jours ici à Budapest, à Milan? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de voir des jeunes, des lycéens, des collégiens, même des plus petits, des primaires, par rapport à leur conscience écologique et à tout ce qu'ils ont pu dire? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Déjà, moi, j'ai été assez étonnée des connaissances de certains élèves, parce que à leur âge, c'était un peu pareil. Nous, on parlait pas tant que ça du développement durable. On avait quand même la notion dans nos programmes, mais c'était pas du tout développé. Et moi, j'avais aucune connaissance du changement climatique, etc. Et du coup, c'était un point super positif parce que on se dit, ok, ils sont quand même plus avancés que nous on l'était, et du coup, ça motive à continuer à leur donner en fait des connaissances pour que eux puissent ensuite agir plus tard. Et et en fait, je trouve que sensibiliser, ça apporte aussi beaucoup d'un point de vue personnel, parce que on se rend compte qu'on a quand même que c'est une action qu'on peut faire pour vraiment aider au niveau environnemental, et de voir que il y a quand même la plupart des élèves qui sont super intéressés et qui à la fin de l'atelier se disent merci beaucoup, c'était hyper intéressant, on a adoré, etc. Et nous, on a eu les retours du coup des élèves à Milan suite à notre intervention, et en fait à la fin de la semaine, les professeurs nous disaient les élèves se parlaient entre eux, ils disaient vous verrez, c'est trop bien l'atelier et tout, et donc nous ça nous motive encore plus, on se dit c'est trop bien, on a vraiment un impact, et en fait ça fait super plaisir. D'accord, c'est super. Je suis très content en tout cas d'entendre ça. Et du coup, sur votre trajet, est-ce qu'il y a vous avez fait du woofing par exemple? Ouais, c'est ça. Est-ce que cette expérience vous a ouvert les yeux sur quelque chose, ou est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus dans votre démarche? En fait, on a fait 2 types de woofing qui étaient assez différents. Un où c'était un homme qui vivait un peu dans les montagnes, qui faisait pousser des baies, etc. dans sa ferme, et qui construisait une petite maison en paille autonome, enfin qui se voulait autonome, avec une bonne isolation, etc. Et d'un autre côté, on allait dans une famille où ils avaient construit leur maison d'eux-mêmes, enfin tout rénové, etc. Ils avaient construit tous les murs, et ils avaient une alimentation très particulière, enfin ils étaient végétariens, mais même leurs enfants étaient végétariens. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant de voir les différentes manières de vivre, parce que nous, par exemple, enfin moi de mon côté, j'ai toujours habité dans une grande ville, donc de voir que les gens, par choix, décident de s'isoler comme ça pour construire une ferme, construire leur propre maison, avoir une alimentation très différente, un mode de vie très différent, c'est aussi hyper intéressant et enrichissant. Et, et finalement, on se rend compte que il y a tellement de manières de vivre différentes partout dans le monde, et même pas si loin que ça de nous. Enfin, ils sont quand même, le dernier WOFI qu'on a fait, c'était en Autriche, donc c'est vraiment pas loin. Et c'est quand même assez fou. Moi, ça m'a assez impressionné leur manière de vivre, et c'est hyper inspirant aussi, parce que on se dit, ça se trouve qu'un jour, moi aussi, je vais décider d'acheter un terrain, de construire ma maison, de développer ma ferme, et ouais, ça donne aussi plein de projets dans la tête, et de se dire, peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai ça, quoi. Ouais, super. Et ok, est-ce que je te propose pour finir, c'est tu me dis ton état d'esprit par rapport au futur et par rapport au changement, Ouais. à tout ce qui va se passer, et après je te dis le mien. Ok. Alors, en fait, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va me rendre un peu anxieuse, parce que je me dis, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et quand on voit un peu la conscience écologique de certaines personnes, même des proches à moi, qui ont conscience mais qui font rien et qui ont pas envie de faire, ça fait un peu peur, parce qu'on se dit, si ces gens-là qui sont proches de moi et qui ont l'expérience et le témoignage de tout ce que je fais, et qui font rien, on se dit, mince, les autres, ils vont rien faire non plus, quoi. Mais en même temps, je me dis que là, en voyageant, on rencontre beaucoup de personnes, et on rencontre beaucoup de gens qui sont engagés. Ça motive aussi. On se dit, mais enfin, c'est pas du tout peine perdue, et c'est possible finalement. Et je préfère toujours rester positif à ce niveau-là, parce que je me dis que on reste tous des êtres humains, on a tous une empathie plus ou moins développée, mais on se dit tous le futur aussi, c'est important pour nous et pour nos enfants, et on veut le meilleur pour nos enfants, etc. Et je pense vraiment que avec le collectif et tout, pour moi c'est possible. Après, jusqu'à quel point, on verra. Mais je pense que c'est vraiment important de rester positif, parce que ça motive et ça permet de continuer à agir et de pas s'enfermer, et justement juste profiter puisqu'on se dit que c'est peine perdue, quoi. Ok, super. Moi, je suis un petit peu comme toi en fait, hein. Ouais. Je suis des fois très déprimé, parce que je commence à
avoir le point de vue le plus négatif du truc. Donc effectivement, là, on peut se dire c'est peine perdue et on va droit au mur. Mais c'est vrai que quand on fait mon métier, qu'on reçoit des jeunes comme vous, bah on se remonte le moral et on se dit que oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps qu'il y a une vraie dynamique qui est en place. Que depuis, allez, on va dire 10 ans, et même un petit peu moins, beaucoup de jeunes se bougent, beaucoup de aussi grosses entreprises commencent à entendre certains messages, même si c'est très long et que ce sera sûrement très long. Mais il y a des choses qui sont faites. On peut être inquiet pour l'humanité entière, puisque c'est vrai que nous on parle en notre nom, c'est-à-dire de petits Européens qui vivent dans le confort et qui sont pour l'instant capables de faire des actions, puisque on a le temps, on a l'argent et tout ça. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est comment les grands pays autres et pas encore forcément au niveau de confort d'une autre vont réussir à répondre à cet objectif. C'est plus mon interrogation. C'est plus ce qui me fait peur. Après, moi, sur ce point-là, je pense que il y a un jour ou l'autre, ils seront confrontés à la situation et que ils auront plus le choix, quoi. Mais je pense que le meilleur, ce serait qu'ils s'en rendent compte avant qu'ils soient au pied du mur et que ça se fasse du coup plus progressivement parce que la nature, je pense que dans tous les cas, elle va reprendre ses droits, quoi, comme on dit. Si on la bousille trop, elle va dire bon stop, c'est moi qui choisis, quoi. Mais ouais, le mieux ce serait que ça se fasse doucement et que on se prenne pas toutes les conséquences non plus trop violemment mais je pense que c'est possible. Voilà, après vu comment les choses ont évolué ces 10 dernières années, je pense que ça peut se faire. Ouais, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent. Ouais. Bon, écoute, je te remercie beaucoup pour avoir laissé du temps de parole. Merci à toi, et en tout cas nous on est super heureuses d'être ici. Franchement, ça nous motive de voir qu'il y a des profs comme toi qui veulent qui développent des projets, etc. Et merci beaucoup de nous avoir accueillis. De rien. Merci à vous. Merci.